matin, après ce délicieux déjeuner. Écoutez, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être modératrice de cet atelier qui s'intéresse aux formations culinaires en Europe. Vaste sujet qu'on va essayer de discuter, de questionner en tout cas en 1h30, enfin un petit peu moins en tout cas, puisqu'on vous laissera la parole à la fin pour des questions. Bien sûr que c'est dans la continuité des échanges de ce matin sur ces cuisines d'Europe et cette cuisine européenne. Donc la question légitime de la formation ou des formations se pose bien évidemment. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est peut-être ce que c'est que la formation ou les formations, d'où elle part et où est-ce qu'elle s'arrête. Peut-être jamais, on parle de formation tout au long de la vie. Donc on va parler bien sûr du secondaire, de l'enseignement supérieur, des formations diplômantes, non diplômantes. Voilà. Et puis on peut même aller jusqu'à se demander si les formations qu'on fait, entre guillemets, pour le plaisir, elles font aussi partie, en tout cas, de la formation au sens large. En France, les modèles français en tant que tels, les CAP, BEP, BTS, licence master doctorat, et puis la formation professionnelle, pourquoi pas aussi, qu'on mettra en perspective ou en résonance en tout cas d'autres illustrations dans le périmètre européen. Est-ce qu'il y a des similitudes, des similarités? Est-ce qu'il y a des connexions possibles aussi, que ce soit en termes de structure ou en termes de contenu, en termes de parti pris pédagogique aussi? La place des professionnels notamment est importante quand on parle de formation au culinaire ou en art culinaire, si je peux le dire comme ça. Et puis les échanges possibles, en tout cas on parle de connexion ou les collaborations, les projets communs éventuels, et puis les conséquences que ça peut avoir sur le contenu des formations en tant que telles, et puis aussi sur l'avenir, c'est-à-dire sur les débouchés et les perspectives professionnelles qui s'ouvrent aux apprenants, comme on dit. Voilà. Donc la question des métiers et de l'insertion professionnelle est bien sûr centrale. Et d'autant plus que c'est un secteur, comme vous le savez tous, qui a un fort engouement, en tout cas médiatique. Il y a beaucoup de monde, si je peux dire, veut travailler dans ce secteur de la restauration et des arts culinaires. Et puis c'est un secteur qui cherche aussi beaucoup de monde. Donc voilà, la question de la formation versus l'emploi se posera à la fin. Donc pour traiter de toutes ces questions et avec votre aide à la fin, j'ai le plaisir de réunir autour de cette table 4 experts. Je commence par vous, Barbara Rega, vous êtes professeure associée à AgroParisTech, vous êtes italienne, donc pile dans le thème, si je peux dire, experte en chimie et food design, et vous êtes responsable du programme FeedDes, donc qui est autour de l'innovation alimentaire. Vous nous expliquerez un peu plus ce que ça veut dire et en quoi ça consiste. À côté de vous, Monsieur Fernand O'Haraud, directeur du CFA de Tours, alternance formation, et vous êtes aussi en charge de la mobilité internationale au sein du CFA, et vous avez été membre du projet EFES, dont vous avez peut-être vu certains prospectus à midi au moment du déjeuner, donc vous nous expliquerez aussi en quoi ça a consisté et puis quelles sont les suites d'un projet comme celui-là. À ma gauche, Monsieur Michel Lanners, vous êtes directeur de l'école d'hôtellerie et du tourisme de Luxembourg, et vous êtes aussi le vice-président de l'association des écoles d'hôtellerie et de tourisme, donc avec une double casquette et un double témoignage en tant que directeur d'école et en tant que participant au périmètre des écoles hôtelières. Et enfin, Monsieur Alain Caillat, vous êtes inspecteur d'académie et inspecteur pédagogique en Île-de-France sur le secteur du tertiaire et particulièrement l'hôtellerie-restauration, donc vous nous apporterez aussi un éclairage complet. Voilà. Alors, pour démarrer, on peut se poser une question assez fondamentale. Finalement, les spécificités de la formation aux arts culinaires en France versus l'Europe. Alors, qui veut démarrer? Je donne la parole. Michel Lanners, vous pouvez prendre votre si vous voulez. En gros, la question, c'est les grands principes de formation en France et ce qui existe donc sur des illustrations dans d'autres pays européens. Et puis, on peut essayer de voir s'il y a des similarités ou des spécificités. Vous voulez que je commence? Oui. Effectivement. Merci pour l'invitation. Comme vous l'entendez, je suis luxembourgeois avec un petit accent. Je pense que je comprends bien le français et que j'arrive à l'écrire aussi de façon plus ou moins correcte. Par contre, mon accent, je n'arrive pas à le cacher. Alors, veuillez m'en excuser pour cela. Vu comme vous avez présenté l'atelier qui traite l'offre de formation culinaire en Europe, il me semble qu'il va être très difficile de pouvoir faire un hors-sujet, puisqu'il y a tout dedans. Il y a tout dedans au niveau de l'offre. De quelle offre est-ce qu'on parle? De quelle offre est-ce qu'on parle dans un pays
en Europe. Et pour structurer, pour trouver justement, quand on peut parler de tout, il faut se donner un peu la peine de structurer. C'est comme ça que je me suis préparé pour la réunion d'aujourd'hui, l'atelier d'aujourd'hui. J'ai essayé de structurer un peu pour moi, ma compréhension, pour pouvoir vous donner un point de vue de ma professionnalité, de ma personne, les différentes questions qui ont été posées en intro. La première question qui a été posée, ça concerne la normalisation des formations hôtelières en Europe. Et j'ai constaté que déjà, entre le titre et la question qu'on pose, il y a un changement assez important au niveau de la formulation de formation, parce que dans le titre, on parle de formation culinaire, et dans la question qui nous est posée, on parle de formation hôtelière. Et je pense que pour schématiser et pour structurer, pour simplifier, et probablement aussi pour falsifier un peu, on peut différencier formation hôtelière et formation culinaire en disant que les formations culinaires traitent surtout des formations qui ont pour ambition de préparer des acteurs pour la gastronomie, en cuisine, des cuisiniers, des pâtissiers, en restauration. Et les formations en hôtellerie sont des formations, je schématise, et je suis parfaitement conscient que je ne suis pas forcément correct en le définissant de cette façon-là, sont des formations en hospitalité, en management, donc où il y a une composante un peu plus académique ou un peu plus complexe peut-être pour ce qui est de la gestion ou de la théorie. Le volet théorique est peut-être un peu plus grand qu'au niveau des formations culinaires. Si je peux me permettre. Allez-y. Excusez-moi, si je peux me permettre, d'un point de vue purement français, nos lycées hôteliers, nos écoles hôtelières préparent... Ah, c'est pas moi. C'est pas moi non plus, j'ai rien fait. Je vous donne un autre. C'est gentil. Donc je disais, nos écoles hôtelières préparent effectivement des jeunes à la profession de cuisinier, mais également au métier de la salle, du restaurant, et au métier de l'hôtel, tout simplement parce que ça vaut pour les centres de formation d'apprentis, tout simplement parce que l'évolution de ces métiers font qu'il y a interaction entre le cuisinier, le maître d'hôtel en salle, le réceptionniste à l'hôtel, et ces évolutions ont un point commun que je retrouve un peu partout en Europe, c'est que ce sont des professions en contact avec une clientèle. Et on a entendu parler ce matin suffisamment des guides, des notations, voire des agences. J'ouvre beaucoup de guillemets sur agences de notation. J'ai entendu TripAdvisor ce matin, par exemple, qui se font le reflet de ses clients. N'oublions pas, et je terminerai juste là-dessus en rendant la parole à Michel Lanners, que sous le vocable hôtellerie, on a bien régulièrement ces trois valences, et ces trois valences qui sont en interaction. Maintenant, pour le métier de cuisinier, pour les professionnels de la salle, je ne sais pas si c'est un effet de mode, mais moi, si c'est un effet de mode, ça me plaît beaucoup de voir maintenant les cuisiniers davantage présents en salle, d'avoir des cuisines ouvertes, de façon à ce qu'effectivement ils aient un retour de leur art vis-à-vis de la clientèle qui est accueillie. Je continue. Je suis tout à fait d'ailleurs d'accord avec votre éclairage sur la France qui, je pense, vaut également pour du moins les pays limitrophes de la France. Existe-t-il une normalisation des formations hôtelières en Europe? Oui. Oui, il y a une tentative de normalisation. D'un côté, par le processus de Bologne, que vous connaissez surtout de nom, qui d'ailleurs trouve son origine en France, parce que c'est sous l'impulsion d'un ancien ministre d'éducation nationale, Claude Allègre, que la démarche de Bologne, le processus de Bologne a été initié et qui visait à rendre les études dans l'enseignement supérieur un peu plus comparables en instaurant ou en donnant des cadres bachelor, master, doctorat avec des critères un peu plus précis à tous les pays, et tous les pays étaient encouragés à rentrer par un processus au niveau national dans ce cadre-là.
la deuxième approche de normalisation, on peut la trouver par exemple dans la transposition dans les politiques nationales du cadre européen des certifications. En France, c'est l'acronyme CEC qui a été choisi. Je pense qu'il y avait une large discussion entre c'est quoi une certification, c'est quoi une qualification. On s'est décidé pour le terme certification. Et ce cadre européen de certification, il encourageait les différents pays membres de l'Union européenne à faire une transposition dans le contexte national à travers la définition de cadres nationaux qui seraient en cohérence suivant certains critères avec le CEC, cadre européen de certification au niveau européen. Et puis, il y a un troisième point qu'on peut marquer à ce niveau-là, à cette question-là, c'est l'agenda de Lisbonne qui se propose de faire de l'Europe une société de la connaissance innovante et compétitive en misant sur les qualifications et les compétences des différents acteurs. Voilà. Voilà pour la première question, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Donc. Alors, Monsieur Caillat, vous voulez réagir un petit peu pour donner un petit peu un éclairage sur ce qui existe spécifiquement en France, peut-être, sur les systèmes de formation Non, pas vraiment. Je pense qu'on peut élargir le propos. Pour chacun dans la salle, effectivement, les ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministère de l'éducation et de la jeunesse français ont transposé ce cadre européen, ce qui fait que beaucoup confondent parce que la numérotation est presque dans un sens inverse. Par exemple, un brevet de technicien supérieur dans la classification antérieure française est un niveau 3. Si je prends la classification européenne, c'est un niveau 5. Bon, on arrivera bien à s'y retrouver d'une manière ou d'une autre. Ce que je veux dire à propos de normalisation, c'est que j'en suis pas intimement persuadé à partir du moment où ce qui vient d'être évoqué est effectivement un cadre européen qui demande transposition dans les systèmes éducatifs. Il faudrait déjà s'interroger sur la nature des systèmes éducatifs nationaux. Si je prends l'exemple français ou l'exemple norvégien, on a affaire à des systèmes éducatifs centralisés. Je veux dire par là que ce sont des autorités ministérielles qui à la fois définissent des contenus de formation, définissent des modes de certification et délivrent les diplômes, qui sont des grades universitaires en fonction du niveau de formation. Dans d'autres pays européens, par exemple en Allemagne, le ministère fédéral ne fait que proposer des lignes directrices qui sont prises en charge par les différentes provinces, ou Länder si vous préférez, en liaison directe avec les branches professionnelles. On cite souvent l'Allemagne comme exemple pour la diffusion d'un mode de formation particulier qui est le mode de formation par apprentissage, le système dual allemand, qui fait que les jeunes sont accueillis dans des centres de formation installés directement dans les lieux de production et de service, ce qui n'est pas le modèle français. Si je regarde après, on peut avoir aussi des systèmes éducatifs en Europe qui donnent une part plus ou moins grande à l'expérience en milieu professionnel. Je reviens de Bucarest, puisque le ministère roumain de la formation est en train de rénover sa voie professionnelle et elle a fait l'extrême honneur à la France de demander au ministère français d'adresser ses experts sur place. À l'heure actuelle, une formation culinaire, et je dis bien culinaire, uniquement cuisine, en Roumanie, est essentiellement à l'école. Les jeunes ne vont pas en entreprise, si ce n'est pour une moyenne de 10 à 12% de leur temps de formation. À l'opposé, vous savez qu'un jeune qui suit des études professionnelles du type baccalauréat professionnel cuisine en France passera 22 semaines en entreprise pendant son cursus de formation. Je vous parlais du système dual allemand qui fait qu'un jeune passe 80% de son temps en entreprise. Je pense que vous nous donnerez votre témoignage en tant que directeur d'un CFA en France. Alors, de ce côté-là, la normalisation reste à mettre en place. Mais d'un autre côté, on peut entendre par normalisation le fait que nos systèmes éducatifs en Europe sont tous impactés
par ce qu'il est convenu d'appeler la relation emploi-formation, qui est très prégnante. Alors déjà, un premier trait de cette relation emploi-formation, c'est que pour nos jeunes qui sont en formation, ils n'ont aucun souci d'emploi. Les employeurs viennent même les chercher dans nos lycées hôteliers avant qu'ils aient terminé leurs études. Et par moments, on a des difficultés à les retenir d'une manière ou d'une autre. Deuxième élément caractéristique en Europe, qui est lié aux crises économiques et sociales successives, je ne traite pas de l'actualité, quelques mots ont été dits à ce sujet ce matin, qui font que les systèmes éducatifs sont de plus en plus, quel que soit le pays européen, à l'écoute des évolutions métiers. Je parlais de la relation client, je parlais de l'expérience client, je parlais de l'évolution des techniques culinaires. Dans la cuisine ou les cuisines européennes, on aurait pu prendre aussi l'axe technologique. La notion de cuisine connectée est une notion tout à fait réelle au jour d'aujourd'hui. Eh bien, si on a un système éducatif qui prend l'écoute de ces évolutions, il va donc incorporer ces évolutions dans ses curriculums de formation. Là, on a un élément commun en Europe. Après, on n'a pas été aussi loin que pour le monde universitaire qui bénéficie en quelque sorte, d'un système de transfert de crédit, on va l'appeler comme ça. Je dis toujours le ECTS, le C-crédit est pris dans son acception anglo-saxonne. Je fais confiance. Ce n'est pas un certificat. Hein, ça se négocie. C'est comme les émissions de carbone. On ne l'a pas nécessairement dans le domaine de l'enseignement professionnel en Europe. Il y a eu tout un travail auprès de la Direction générale éducation et culture à Bruxelles pour avoir le pendant qui s'appelait ECVET, c'est-à-dire des crédits de transfert dans la voie professionnelle. C'était encore tout à fait émergent du fait de la disparité des systèmes éducatifs et des parties prenantes. Vous le disiez, Michel Lamers, qui certifie? Est-ce que c'est un État? Est-ce que c'est une province? Est-ce que c'est une branche professionnelle? Et là, ça diffère encore. Par contre, au niveau européen, il y a effectivement des accords d'État à État. C'est le niveau réglementaire le plus élevé qui donne reconnaissance des diplômes. Le niveau en France le plus bas, c'est ce qu'on appelle un arrangement administratif. Ça n'a pas véritablement de statut. Je vous donne un exemple, puisque dans mes fonctions, j'ai été amené à travailler avec de nombreux lycées hôteliers avec la République populaire de Chine. Entre la France et la République populaire de Chine, il y a un arrangement administratif qui dit qu'un titulaire, en Chine aussi le BTS hôtellerie existe, ça s'appelle le Dazhuan, mais ça se fait en 3 années. Là encore une fois, c'est un propos qu'on pourrait développer à un autre moment. Toujours est-il que cet arrangement dit qu'un titulaire du Dazhuan pourrait s'inscrire en L3, donc par exemple en licence professionnelle en France. Un dernier mot pour confier le micro à mes collègues. Je disais, c'est 3 ans en Chine, ça peut être 4 ans en Norvège. La notion de durée de formation doit être prise en compte par rapport au temps de formation. Si je reste sur un niveau post-baccalauréat de 2 ans en Europe, il y a un relatif consensus et peut-être une normalisation pour situer ces formations de l'ordre de 1300 heures de formation. Je parle de formation en présentiel. Ça ne prend pas en compte, le cas échéant, la formation en milieu professionnel ou, pour les crédits ECTS, le travail en autonomie de l'apprenant. Oui, merci M. Caillard. Vous avez mis en lumière les différents modèles justement de la formation en Europe, je suis tout à fait d'accord, oui, avec des modèles qui s'appuient sur un enseignement plus ou moins théorique. On voit bien, c'est le cas de la France, mais ça évolue. Ça évolue, on voit de plus en plus dans le milieu dans lequel je travaille, c'était dans un centre de formation d'apprentissage, on est plutôt sur un modèle qui arrivera très rapidement avec la loi Macron sur la réforme de l'apprentissage, un modèle orienté marché aussi, au même titre que l'Irlande. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure concernant la place des professionnels dans la formation, qui à mon goût la place doit être assez grande par rapport à ça. Vous avez aussi l'autre modèle, un modèle qui s'appuie sur l'enseignement plus ou moins théorique. Il y a aussi le modèle qui s'appuie sur l'enseignement plus ou moins pratique.
qui évolue aussi assez rapidement. Et le modèle, vous avez souligné tout à l'heure, le modèle dual, représenté par l'Allemagne. Dans ces modèles-là, je pense aussi qu'il est important de mettre en lumière aussi les différents types de différents dispositifs de formation. On parlait de formation scolaire, de formation d'alternance, d'apprentissage, la formation continue, la formation initiale. Je reviens encore avec la réforme de l'apprentissage et de la formation pro, qui est la loi Macron, qui est assez nouvelle, hein, qui date de septembre 2018, ce sera une vraie transformation. C'est une loi un petit peu, je le dis, comme le monstre du Loch Ness, vous voyez, Nessie, là on voit la queue, le dos, la tête, mais on ne voit pas le reste. Il faut anticiper parce que cette loi-là va changer, elle va bouleverser le monde de la formation. Elle va bouleverser le monde de la formation parce que sous l'influence des politiques dites de formation tout au long de la vie, c'est un terme qu'on entendait assez souvent, il y a des articulations à trouver entre les différents types de formation. Le rapprochement entre formation initiale, formation continue, et on fera une entrée de plus en plus importante. L'entrée sera, ce sera celle des blocs de compétences. Ça veut dire qu'on va devoir, dans nos formations par alternance, je prends cet exemple, dans les centres de formation, la transformation, c'est qu'on va plus s'appuyer sur un référentiel d'activité professionnelle, mais travailler réellement sous forme de blocs de compétences en modularisé. C'est-à-dire que les apprenants, à partir très rapidement de 2019, vont devoir on va devoir les accompagner dans leur cursus de formation. Donc la formation, c'est eux, ils sont acteurs de leur formation. Ils seront plus consommateurs de la formation. Et ça, ce sera un grand changement. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'experts, si vous voulez, disciplinaires. À terme, il y aura la fonction d'enseignant-formateur va extrêmement évoluer. Ce sera une fonction d'accompagnateur. Ce sera ça la nouveauté. Il y a deux questions qui se posent, mais je vous laisse continuer, mais qu'on ne les oublie pas pour après. Est-ce que dans ce que vous venez de dire, la notion de bloc de compétences et donc peut-être de passerelle entre les différents diplômes ou les différents cursus, hein, on y reviendra, et puis ce que vous venez d'évoquer, l'enseignant-formateur, donc la place des professionnels aussi dans ces cursus culinaires où il y a une dimension technique d'un certain point de vue, et puis pour des centres, des centres de formation comme le vôtre, avec une vraie intégration professionnelle déjà pour les étudiants, oui, pour les apprenants. Déjà pour les apprentis, les apprenants. La place des professionnels, de toute façon, les professionnels sont représentés par des branches, tout ce qu'on appelle, nous, des têtes de réseau. Dans le domaine de la restauration, café, hôtel, restaurant, hein, pour être assez bref, c'est HR, la tête de réseau, c'est le FAFI. Le FAFI, c'est un Fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière, qui a une part vraiment importante. On voit bien avec la réforme encore de l'apprentissage, le FAFI et d'autres aussi organismes tels que l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, ont leur place dans la formation. Jusqu'à présent, l'éducation nationale avait le dernier mot dans la construction, je dirais, des référentiels. Maintenant, avec la loi Macron, on voit bien les branches professionnelles se battent pour avoir le dernier mot, pour construire le plan de formation, les référentiels. Vous voyez qu'ici, il y a une vraie transformation, une vraie mutation. L'entrée n'est plus la même. Et c'est vrai qu'on est complémentaires de toute façon. On est vraiment complémentaires. Si vous me permettez juste oui. Deux précisions. Vous faites allusion aux lois proposées par la ministre en charge du Travail et de l'Emploi, Madame Pénicaud. C'est elle qui est directement concernée par la chose. Pour chacun, le FAFI est un organisme collecteur de taxes d'apprentissage, pour qu'on le situe bien, alors que l'UMI est une organisation patronale professionnelle. Pour que chacun situe le rôle des uns et des autres. Ce que je voudrais dire, en écho à votre propos, c'est que de toute façon, loi Pénicaud ou pas, tous les diplômes professionnels des ministères français concernés, licences professionnelles comprises, donc pour l'enseignement supérieur, sont construites, j'ai dit que c'était un système centralisé, mais sont construites de manière tripartite systématiquement. Les représentants ministériels, les représentants de la branche professionnelle, les représentants des salariés.
à chaque stade pour créer un diplôme en France, et il me semble que ça devient une constante, peut-être en Europe, vous nous direz pour le Luxembourg ce qu'il en est. À chaque stade, toutes les parties prenantes sont consultées, un peu comme je l'indiquais, de façon à faire évoluer les curriculums de formation en fonction de cette relation emploi-formation. Dans votre propos, ce qui va évoluer pour certains diplômes de la voie professionnelle, c'est de permettre une acquisition par module, éventuellement différée dans le temps. C'est un système qu'on trouve déjà dans les pays européens du nord de l'Europe, Norvège, Suède, Finlande, où il est possible de construire un diplôme, module après module, j'allais dire brique par brique, on finit par avoir un mur, mais je pense que l'image d'un mur pour un diplôme, c'est peut-être pas ce qui conviendrait à cette heure-ci de la journée. Mais comme ça, je pense être compris. Ça va de pair avec, et la France a été motrice en Europe, et ça s'est largement diffusé en Europe, avec ce que l'on appelle la reconnaissance des acquis de l'expérience, qui permet à un professionnel engagé dans son métier, mais qu'il n'a pas obtenu tel ou tel module de formation, voire tel ou tel diplôme, de se voir reconnaître l'équivalence de ce diplôme. Et ça prolonge votre propos sur la formation tout au long de la vie, qui est également, je reviens vers le mot normalisé, relativement normalisé au travers des politiques européennes. Ouais. Juste pour conclure, vous dites tout à fait vrai. En ce qui concerne la validation des diplômes, vous avez aussi ce qu'on appelle les contrôles en cours de formation, ou bien les CCF aussi. Et là interviennent justement les professionnels dans la validation du diplôme. Et c'est vrai que la certification, encore, il y a une autre proposition de certification. Je vais donner un autre éclairage, mais à niveau de l'éducation supérieure. Donc moi je m'occupe d'un master Erasmus Mundus. C'est une formation donc de niveau universitaire et c'est une formation diplômante. Donc c'est pas juste des échanges. Notre expérience à niveau européen, justement d'échange et de confiance entre universités européennes à niveau universitaire. Donc c'est une formation diplômante au niveau master de 120 OCTS. Et ces 120 OCTS, elles sont données par 4 universités différentes, chacune mettant minimum 30 ECTS pour un diplôme, pour délivrer un master conjoint, ce qu'on appelle les masters conjoints. Donc ce n'est pas des échanges juste d'étudiants, mais c'est vraiment un projet, un diplôme qui est co-créé, construit et validé par les différentes universités européennes. Et donc grâce à cette construction et à Erasmus+, qui est le cadre de ce type de projet, on arrive à former des étudiants qui ne sont pas des étudiants exclusivement européens, mais c'est des étudiants qui viennent du monde entier, et de les diplômer et de leur donner donc des diplômes multiples, donc de 3 à 4 diplômes de master. Donc ça dépend de leur parcours de mobilité. Et donc ce type de master international, c'est un master qui prévoit une mobilité obligatoire. Donc ce n'est pas possible de rester chez soi, ce qui est très formateur pour les étudiants. Et c'est une formation qui n'est pas juste pour faire des voyages un peu en Europe, mais ça permet, cette mobilité, vraiment de construire un parcours de formation. Et donc avec nos collègues internationaux, on a vraiment construit brique par brique, module par module, quelque chose qui est unique à niveau international, c'est-à-dire que cette même chose-là, elle n'existe pas à niveau national. Donc on s'est mis ensemble pour créer quelque chose de nouveau. Et Erasmus Mundus, donc ça c'est l'instrument de ce type de projet, incite beaucoup les institutions à aller vraiment dans l'innovation pédagogique, à aller très loin dans l'analyse des besoins en termes économiques, en termes académiques. Donc, quels sont les professionnels de demain? Qui avons-nous besoin de former? Et donc, c'est comme ça que nous avons construit ce master. Donc, c'est un master sur l'innovation
alimentaire. Ça s'appelle FIPDES, donc Food Innovation and Product Design. Et donc les 4 universités, c'est l'université de Lund en Suède, l'université Federico II di Napoli en Italie, et AgroParisTech qui est en France, et le Dublin Institute of Technology en Irlande. Donc c'est 4 universités européennes. Mais vous voyez aussi sur le bas de la slide, on a aussi des partenaires un peu dans le monde entier, parce que nos étudiants, ils vont aussi en stage un peu dans le monde entier, en stage dans les entreprises, en stage dans les instituts de recherche, parce qu'on essaie vraiment de combiner innovation, éducation et recherche. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et le lien avec l'usager final est vraiment crucial aussi au niveau de l'enseignement supérieur. Donc, et après, je reviendrai sur d'autres points tout à l'heure. Merci. Alors, c'est un autre format encore de formation, si je peux dire. Alors là, on s'interroge, que ce soit du secondaire jusqu'à des diplômes de master d'enseignement supérieur. Les contenus de ces formations, finalement, ça ressemble à quoi? Parce qu'on parle de la place des professionnels, de la posture des apprenants. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus? Qu'est-ce qu'il y a comme différents types de structures et la place des professionnels au sens et dans l'apprentissage et dans le développement d'un projet professionnel? Vous me regardez? Oui. La place des professionnels dans les formations, d'un côté, ils ont un rôle extrêmement important au niveau des stages. Quand on envoie des jeunes en stage, ils sont non plus en situation de formation théorique, mais ils sont en situation réelle d'apprendre quelque chose, même si ce sont des activités qui ne sont pas forcément en lien direct avec ce qu'ils ont juste auparavant appris à l'école. C'est extrêmement important. Il faut ajouter à ce niveau-là, pour ce qui est des stages, l'importance des stages à l'étranger. Et là, on devrait parler de Erasmus Plus, qui finance et qui encourage la mobilité et les stages. Je peux parler d'une expérience toute récente. En été, je suis allé voir à Barcelone 4 élèves de mon école qui étaient dans 4 hôtels différents pour m'échanger avec leur patron de stage. Il y a un responsable professionnel qui s'occupe de chaque stagiaire. Et cet échange-là, c'est un échange important pour que le professionnel sache mieux ce qui est attendu de la part de l'Institut d'entreprise, d'établissement scolaire, de formation. Et puis, pour nous, c'est également important de voir un peu ce que nous, nos enseignants dispensent à l'école, est en relation, ou peut-être mis en relation avec ce qu'ils apprennent à l'étranger. Le fait de les envoyer à l'étranger, c'est une valeur ajoutée supplémentaire, découverte de nouvelles cultures, d'un autre environnement, d'un nouvel environnement professionnel, d'autres langues. C'est des expériences. Les élèves qu'on envoie en stage à l'étranger et qui reviennent, ils ne veulent plus faire de stage au Luxembourg. Ils veulent de nouveau partir à l'étranger. Par contre, on se rend compte aussi, il y a un retour d'informations aussi au niveau des formations. Par exemple, au niveau de la réception, il y a différents programmes informatiques. Il y a il y a certains programmes informatiques qui sont appris à l'école et qui ne sont pas forcément utilisés massivement dans d'autres pays. Et c'est la non-connaissance d'un programme ou la connaissance d'un autre programme tel qu'il est utilisé dans un hôtel, dans un restaurant, ça peut parfois poser des problèmes. Et là, il faut être prudent et compréhensif. Ça, c'est le premier point pour ce qui est de la présence des professionnels. Le deuxième, dans le cadre de formations duales, concomitantes, comme on dit aussi chez nous au Luxembourg, c'est-à-dire des formations qui sont réalisées sur l'année partiellement à l'école, partiellement chez un patron. Là, le patron a un rôle important à jouer aussi, et la relation, en fait, tout ce que je viens d'expliquer pour ce qui est des stages à l'étranger, elle est équivalente un peu pour les patrons au Luxembourg aussi, patrons de formation dans le cadre des formations duales. Et puis, troisième point, où les professionnels interviennent, vous l'avez thématisé tout à l'heure,
c'est le développement des programmes de formation au niveau des curricula. Nous, on a au Luxembourg un processus structuré à travers des groupes curriculaires où on réunit des professionnels, des représentants des chambres des métiers, surtout la chambre de commerce pour ce qui est des métiers de l'hospitalité, et puis des enseignants. Et à travers un processus structuré, on essaye au maximum de tenir compte de ce qui est attendu du côté des professionnels, du monde de l'entreprise, pour, à travers une démarche, les transformer, ces exigences, en programme scolaire. Voilà, c'était pour la présence des professionnels à l'école. Oui, c'est extrêmement intéressant hein, ce que vous venez de dire. Juste une petite parenthèse concernant le programme Erasmus qui a fêté ses 30 ans l'année dernière. Hein. Et Erasmus, c'est quand même 3,3 millions d'étudiants qui ont bénéficié du programme, et en France, c'est 615 000 étudiants, mais seulement 26 000 apprentis. Et ce que vous disiez tout à l'heure, le monde professionnel dans la formation, à travers justement ces dispositifs européens. Je prends l'exemple du CFA de Tours Alternance Formation. Tous les ans, on envoie à peu près une centaine de jeunes à l'étranger dans les programmes Erasmus. Depuis une dizaine, quinzaine, 18 ans à peu près, il y a 1000 apprentis qui sont partis à l'étranger. Et ce qui est intéressant, c'est le retour d'expérience. En fonction des dispositifs, puisque dans Erasmus+, vous avez les dispositifs Erasmus post-diplômés qui s'adressent à des jeunes qui, après un diplôme, peuvent partir entre 3 mois et 6 mois à l'étranger. Vous avez Erasmus Eurométier, ça s'adresse à des jeunes qui ont un BTS, Bac+2, pour partir entre 2 et 6 semaines à l'étranger. Vous avez Erasmus Bac Pro aussi, s'adresse, on parlait tout à l'heure des différents niveaux, niveau 4 Bac ou bien BP, pour 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Et autre aussi, vous avez une antenne Erasmus, mais c'est pas tout à fait, c'est ce qu'on appelle le programme Trans-Europe, c'est une découverte culturelle d'une semaine pour ces jeunes. Surtout, je prends... ici, je défends énormément les apprentis, on sait très bien, qui ont beaucoup de difficultés déjà, avec un peu fâché avec l'école. Donc, il faut presque réenchanter la formation avec eux, l'enseignement. Presque, pour des jeunes, il faut parfois désapprendre certaines choses et réapprendre. Donc, c'est tout un processus d'apprentissage. On voit ces jeunes-là, l'expérience, vous raconter une petite anecdote. Cette année, je vais aller en Irlande voir des jeunes qui étaient partis, ça faisait 6 semaines qu'ils étaient dans un restaurant irlandais. Et un jeune me disait, ça fait 6 semaines, c'est incroyable, toutes les langues autour de moi, il y avait 17 nationalités différentes en cuisine. 17 nationalités. Quand il va rentrer, on a eu un moment d'échange, il disait, l'anglais c'est super, mais il me faut aussi apprendre l'espagnol, l'allemand, le chinois. Il disait c'est tellement riche, et ça pour lui c'était vraiment s'ouvrir au monde, c'est ça, c'est décloisonner les barrières ethniques, culturelles, sociales, et c'est une façon aussi de se former autrement. L'anglais, c'est pas seulement que dans une salle de cours, on voit bien aussi, l'anglais peut s'apprendre aussi dans une cuisine. Voilà. Et on parlait des professionnels de la restauration, c'est justement un des partis pris des professionnels, c'est aussi mettre l'accent sur la partie linguistique. Un serveur maintenant se doit de parler l'anglais notamment, mais aussi peut-être d'autres langues. Je disais tout à l'heure aussi la présence du cuisinier en salle, c'est l'évolution justement du métier de la cuisine. Il n'y a plus... Je pense qu'on ne peut plus opposer cuisinier et serveur, hein, c'est hyper complémentaire. Le cuisinier, maintenant, il se doit aussi d'apprendre une nouvelle langue. Voilà. Si je peux rebondir sur ce que vous dites, parce que pour moi, c'est vraiment très important, cette ouverture sur le monde. Et nos étudiants, ils nous disent, cette expérience a changé ma vie. Je suis une autre personne. Je suis une personne meilleure. Parce que c'est aller hors de leur zone de confort, ce qu'ils disent, hein, c'est eux qui le disent, c'est de développer une assurance en soi-même, de découvrir une force qu'on ne soupçonnait pas. Et je pense que pour tous les jeunes, à tous les niveaux, ça c'est très important, même pour les très très jeunes.
Et donc, c'est une expérience vraiment formatrice et c'est une ouverture vers le monde et c'est ce que Erasmus+, en global, elle essaye par toute cette richesse de programmes de promouvoir l'ouverture vers les autres, donc les valeurs positives de l'Europe par Erasmus+. Et donc, ces programmes-là, ils sont vraiment pour un instrument pour l'Europe très important, justement pour témoigner de quelque chose de positif qui se passe et qui transforme profondément la manière de penser des gens. Hein. Le programme Erasmus a vraiment transformé les personnes. Pensez à tous les mariages mixtes après les projets Erasmus. C'est vrai, et ça a un impact immédiat sur la vie de milliers et milliers de gens. Moi, j'étais à la fête l'année dernière des 30 ans d'Erasmus. Il y avait beaucoup de témoignages et c'était incroyable de voir comment, dans l'espace d'une génération, ça a changé vraiment beaucoup. Donc ça, c'est pas minime, cet apport de l'Europe. Je pense qu'on doit prendre les bons côtés et l'opportunité et penser ça comme une opportunité à développer cette empathie, cette ouverture et une responsabilité pour nous les formateurs, une responsabilité sociétale aussi vis-à-vis de la formation de nos jeunes. Il faut savoir que dans les prochains 10 ans, on aura des métiers totalement différents à ce qu'on a eu dans les passées 50 années. Et je pense que ça va aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avoir un impact dans les métiers de l'art culinaire. Et donc, on doit être prêt à ce changement. Je peux ajouter juste un petit point. Suivant la maxime, le mieux, c'est le pire ennemi du bien. Erasmus+, c'est génial. Mais le petit bémol que je me permets de faire, c'est que ça se limite à l'Europe, aux 28. Et de plus en plus, on a des élèves qui font leur stage en dehors de l'Europe, à Dubaï, à Shanghai. Et je trouve que tout récemment, hier, l'institution en charge de la gestion du programme Erasmus au Luxembourg est venue nous voir pour faire une évaluation de notre charte, de la charte Erasmus qu'on a signée. Et lors de cet entretien, j'ai pointé précisément sur ce souhait de voir le champ d'application de l'aide de l'Union européenne pour les échanges internationaux dans le contexte Erasmus+, s'élargir sur d'autres pays. Ça existe justement au niveau d'Erasmus Mundus ou d'autres types de programmes à l'intérieur d'Erasmus. Et notamment dans ce programme-là, nous avons des étudiants de 57 nationalités différentes et des aussi partenaires au niveau de la formation professionnelle. Oui, oui. Non, dans mon cas, dans mon partenariat, voilà. C'est à niveau international, mais je ne sais pas à niveau professionnel. Oui, je parle de l'éducation supérieure. Oui, au niveau de l'éducation supérieure, mais on parle des échanges non seulement pour l'éducation supérieure, mais également pour la formation professionnelle. Et là aussi, le monde ne s'arrête pas aux frontières de l'Europe, mais les jeunes, j'en ai maintenant 2 qui vont passer leur stage à Taipei. Ils doivent le payer de leur propre poche. Oui, vous avez tout à fait raison, pardon. De préciser les limites du programme Erasmus Plus ou Pro, oui. Si j'ai pu bénéficier d'une formation... Est-ce que vous pouvez vous présenter, madame, s'il vous plaît? Oui, rapidement. Nathalie Martin-Louis, présidente de l'association Touraine-Luxembourg, Touraine-France-Luxembourg. J'ai rappelé cet été auprès d'une secrétaire de la Commission européenne qui était venue à Loches que entre le Luxembourg et la France, c'était déplorable qu'il n'y avait pas assez de programmes pour rapprocher nos 2 pays, que c'était injuste, terriblement injuste, et que moi, j'en ai fait les frais. Puisque quand je suis partie au Luxembourg pour reprendre mes études universitaires, il n'y avait pas de programme Erasmus, il n'y avait absolument rien. Rien n'était mis en place pour soutenir des étudiants comme moi qui voulaient faire une année, parce qu'à l'époque on n'avait qu'une année à faire à l'université de Luxembourg, c'était le centre universitaire de Luxembourg à l'époque, et on ne voulait absolument pas nous soutenir pour cela. J'ai trouvé ça très injuste et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut absolument améliorer rapidement entre les 2 pays, puisque moi je suis enseignante, journaliste, animatrice entre ces 2 pays.
et que j'aimerais vraiment qu'il y ait des passerelles davantage qui soient mises en place entre les deux pays. C'est quand même incroyable qu'en 2018, c'est toujours pas mis en place. Ça, voilà, il y a quand même une grande lacune. Quand que plein de Français vont devenir luxembourgeois, c'est acté et ça va être de plus en plus le cas. Il faut absolument qu'il y ait un rapprochement de nos deux pays sur ces deux systèmes-là. Si vous me permettez, les fonds européens ne sont pas nécessairement les seuls fonds mobilisables pour travailler sur la mobilité des jeunes en Europe ou, cher Monsieur Lamers, en dehors de l'Europe. Alors, je vais prendre un exemple concret. Français, c'est ce qu'on appelle la coopération décentralisée. Par exemple, la région Centre-Val de Loire, dans le cadre de la coopération décentralisée, est partenaire de l'État de Changsha en Chine. C'est l'État de naissance de Mao, à vous de situer, c'est éloigné de Pékin, qui fait que, puisque j'ai eu à travailler sur un partenariat entre le lycée hôtelier de Blois et l'école hôtelière de Changsha, qui fait qu'un jeune qui fait ses études et qui veut avoir une mobilité en République populaire de Chine était financé par le conseil régional. De même, on oublie les fondements et l'histoire de l'Europe. Je voudrais rappeler le secrétariat franco-allemand qui propose des bourses même à des non-germanistes. Maintenant, si vous allez du côté du Québec, j'arrive toujours pas à Dubaï, hein, je vous rassure ou je vous inquiète, l'Office franco-québécois de la jeunesse propose également des formules. Moi, je crois que pour développer ces échanges européens et au-delà de l'Europe, il faudrait qu'on réfléchisse certes en termes de mobilité de stage, mais aussi en termes de mobilité de formation. C'est en ce sens que votre expérience universitaire avec Erasmus Mundus est très intéressante, puisque là, on est sur de la codiplomation qui permet à un apprenant français de suivre un module de formation à l'extérieur de son université, mais étant validé par son université, auquel il peut adjoindre une période en milieu professionnel. Alors, pour ce qui est de nos écoles hôtelières en France, la possibilité est offerte à condition d'avoir une mise en équivalence des contenus de formation. Je ne parle pas de certification auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, puisque la certification est du domaine régalien des autorités académiques françaises. Je parle simplement de modules de formation d'une manière ou d'une autre, associés à des périodes de formation. Ce qui paraît important, puisqu'on parle de mobilité des jeunes, c'est que, au-delà des témoignages que vous avez apportés, de récits, d'ouverture multiculturelle, d'appétence linguistique, effectivement, sur le plan de la professionnalité et le retour vers sa formation initiale dans son établissement national, il puisse y avoir un impact très fort. Pour ça, je pense que les partenariats entre écoles hôtelières en Europe doivent se développer et s'enrichir, permettant justement une meilleure mobilité. Après, on pourra penser à des programmes européens d'une manière ou d'une autre. Un dernier mot pour vous dire en la matière que j'ai fait allusion à la région centre. Il ne faudrait pas oublier non plus, en matière de coopération décentralisée, tous les jumelages qui existent entre communes et métropoles qui peuvent être activés d'une manière ou d'une autre. Le correspondant en Allemagne, en Angleterre, c'est ça dont vous parlez. Donc ça se fait aussi dans un cadre scolaire d'une certaine manière. Ok. Alors est-ce que pour approfondir sur le sujet justement et pour rebondir sur votre remarque, madame, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'est construit ce programme, comment ça s'est monté, sur quelle base ou sur quelle opportunité? Alors ça s'est monté sur une idée d'un groupe d'enseignants. Ça a été appuyé par un institut initial qui était AgroParisTech à l'époque. Et donc ce petit groupe d'enseignants dont je faisais partie est allé contacter les partenaires qui connaissaient un peu en Europe avec cette idée de proposer une nouvelle formation en innovation de produits alimentaires avec une composante culinaire aussi.
Donc c'est pour ça que je ne suis pas totalement étrangère à ce plateau aujourd'hui. C'est parce qu'il y a une composante culinaire dans ce master qui est pour des études aussi d'un parcours d'ingénieur agroalimentaire ou d'ingénieur chimique ou nutritionniste. Donc c'est un master multidisciplinaire et multi-pays. On a très peu de Français finalement, on a très peu d'étudiants français, on n'en a que 6 sur 172. Donc, mais ça leur fait un bien fou d'être immergés comme ça voilà, dans un panorama totalement international. Et donc c'est multiculturel et ça marche par bloc de mobilité. Si je mets la slide suivante, est-ce que ça marche ? Je ne sais pas comment faire pour poursuivre. Oui, voilà, oui. Donc c'est des blocs de... Oups, je me suis pris les pieds. De mobilité, avec beaucoup de choses co-construites par différentes universités. Avec l'idée de demander aux personnes du monde socio-professionnel, aux experts, de nous aider à construire ce parcours. Donc on a un comité scientifique qui est formé d'experts de l'enseignement européen, donc des programmes conjoints, mais qui est aussi formé de personnes de l'agroalimentaire, de l'entrepreneuriat, et qui nous aident à vraiment développer ce programme pour répondre aux besoins du marché du travail. Et ça marche en effet très bien parce que nos étudiants ils sont embauchés à 50% avant leur soutenance de master. Donc ça marche très très bien. Oui. Et on a de plus en plus, c'était pas quelque chose qu'on avait tellement vu au début, on a développé tout ce qui est interculturalité à l'intérieur du master parce que c'est eux-mêmes qui nous apportent énormément de connaissances et qui s'apprennent les uns les autres aussi. Donc la partie de ce que mes collègues appellent intercultural intelligence, c'est très important parce que ça c'est aussi une compétence qui est très importante aujourd'hui et pour demain. Être capable de travailler avec une équipe de personnes très différentes et du coup être aussi créatif grâce à cette différence culturelle. Voilà. Et donc il y a la partie culinaire, elle est faite en Irlande. On va revenir après sur les débouchés ou ce que font aujourd'hui les étudiants parce que c'est un sujet important. Alors je rebondis juste, vous voulez peut-être, parce qu'on parle dans le petit prospectus que vous avez peut-être prémidi, on voit les apprenants ont été au cœur de leur démarche de formation, donc c'est quand même très connecté avec ce que vous venez de dire, Madame Rega. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce projet EFES plus en détail ? Le projet EFES est né il y a 3 ans sous l'impulsion de Antoine Godbert, c'était le directeur d'Erasmus France, qui est aussi administrateur de notre CFA. Je disais tout à l'heure, on cherchait un moyen pour innover, pour inventer les programmes européens autres qu'Erasmus. Je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, c'est terrible aussi, c'est à savoir qu'actuellement il y a des programmes dans Erasmus et on ne peut pas en profiter. Je peux comprendre que c'est difficile. Et on a réfléchi il y a quelques années, il y a 3 ans, avec Antoine Godbert, disant est-ce qu'il y aurait un autre programme qui permettrait aux jeunes justement de profiter à un programme européen. Et il se trouve, il y a 3 ans, il y a la Commission européenne a financé et soutenu ce programme, mais à condition de travailler en partenariat avec d'autres pays. Comme on avait déjà un réseau à Malte, Italie, Espagne, Portugal, Roumanie, Irlande, un peu partout en Europe, donc on a réactivé nos réseaux en demandant à nos partenaires s'ils étaient d'accord pour valoriser, puisque tout l'objet du programme, disons du projet, c'était de valoriser le patrimoine culturel gastronomique. C'était ça au départ, puisque nos jeunes apprentis cuisiniers et serveurs, il fallait leur donner aussi du sens dans ce qu'ils devaient faire. Et on a travaillé du coup avec la Roumanie et la Pologne
Voilà comment c'est né, et on a cherché des thématiques gastronomiques. Il y a 3 ans, le premier thème portait sur l'oie, parce que c'est l'année de Saint-Martin, et la deuxième année, ça portait sur les poissons de rivière, et la troisième année portait sur les produits de la forêt. Voilà. Et en 2015, nous avons reçu la délégation roumaine et puis polonaise dans notre CFA autour de la thématique de l'oie. Donc ça a permis justement à nos jeunes, aux jeunes roumains, aux jeunes polonais de phosphorer autour du produit de l'oie, donc foie gras et autres. Voilà, donc ça a duré 1 semaine, ce qu'on appelait donc, c'était surtout au printemps, le Spring School, et on avait décidé dans notre organisation, pendant 3 ans, 1 semaine pendant le printemps, on allait donc faire avec nos étudiants, nos apprentis, travailler autour des thématiques choisies. On a travaillé évidemment avec l'UHCA, on n'était pas tout seul, et avec la ville de Tours qui a porté le projet. Et ça a permis évidemment de favoriser la coopération et la formation entre de nombreux acteurs du secteur alimentaire. Et ça, c'était extrêmement important aussi de mettre en valeur, rien qu'à Tours, en 2015-2016, lorsqu'on avait travaillé autour de l'oie, eh ben, on a découvert aussi à Tours, il y avait des producteurs d'oie. On pensait que c'était que des produits qui venaient que du Périgord, mais non. Non, il y a encore des choses à développer. Et bien sûr, j'ai oublié, on a travaillé bien sûr avec l'Université de Tours. En quelques lignes, ce projet consiste à des rencontres bien sûr internationales permettant l'échange d'expériences et de compétences entre professionnels, universitaires, enseignants, étudiants et apprentis. Ce qui n'était pas gagné au départ, présenter aux apprentis ce projet et leur dire on va travailler avec déjà des étudiants étrangers, avec l'université. C'est pas leur milieu au départ, mais on a réussi. On a réussi à travailler sur 3 ans. Maintenant, on se rend compte qu'ils peuvent apprendre autrement et ils sont autorisés à apprendre autrement. Et c'est ça aussi, la force de la formation, c'est autoriser les jeunes à aller voir ailleurs, mais aussi à apprendre autrement. Voilà, donc globalement, ce qu'on a fait dans ce projet Spring School. EFES, c'est European Food Education Season. Donc ça aide à développer d'une part des pratiques pédagogiques et puis de mettre en relation des experts ou des apprenants qui, si je peux me permettre, qui n'ont pas le même vocabulaire mais qui parlent un peu la même langue, quoi, voilà, finalement. Parce que la question de la langue, en plus, c'est un vrai sujet qu'on voulait mettre en conclusion et vous aurez peut-être des témoignages aussi par rapport à ça, ce qui peut être un... Voilà. Merci pour ce témoignage. Vous voulez ajouter quelque chose ? Non. Bon, alors j'enchaîne alors sur la partie parce que je regarde l'heure en même temps. Il est 16h presque 5. On voudrait laisser un peu la parole à vous toutes et tous. Quand on a fini ses études ou sa formation, généralement on cherche un travail. Donc peut-être que la transition est toute faite de s'interroger sur les métiers qui existent et ces formations, elles débouchent vers quoi, et comment ça va évoluer tout ça finalement, parce que c'est aussi une question qu'on est en mesure de se poser. L'hôtellerie-restauration, c'est ce qu'on appelle un pôle de recrutement national. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, c'est allé croissant ces 20-25 dernières années, voilà, avec des opportunités. Vous le disiez tout à l'heure, les étudiants, et vous aussi, Madame Régal, les étudiants, ils ont eu des opportunités de job avant la fin de leur cursus, ce qui est très bon signe. Donc voilà, est-ce que la question ouverte, et vous témoignerez aussi certainement, c'est quels sont les métiers aujourd'hui auxquels les cursus culinaires, les apprenants de cursus culinaire peuvent prétendre? Est-ce qu'il y a des évolutions par rapport à ça? Est-ce que c'est aussi trans ou pan-européen? Comment ça se passe? Cette question-là, elle est inspirante, effectivement. Moi, je pense qu'on a une grande chance dans le secteur de l'hospitalité, dans les métiers de l'hôtellerie, de l'art culinaire, parce que c'est qui compte. Les compétences clés, la façon dont la priorité est mise sur la relation client, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN de ce type de formation et qui est particulièrement apprécié aussi en dehors du champ de l'hôtellerie. Au Luxembourg, on me dit toujours, oui, mais toi, tes élèves, 50% de la production de tes élèves, ils ne restent pas dans le secteur de l'hospitalité, de l'hôtellerie, de la restauration. Ils le déplorent.
Et moi, je considère ça comme un plus, comme une carte de visite supplémentaire. Moi, je suis fier quand un jeune de mon école puisse faire carrière dans un cabinet d'avocat avec des compétences qu'il a acquises dans mon école, dans une école d'hôtellerie. Et donc, je pense qu'on a un plus, un fort, quand je considère ça, quand je mets ça en relation avec d'autres formations, d'autres types d'apprentissage. Quand on apprend le métier de, je ne sais pas, ferblantier, électricien, ou même si on fait un bac classique, la DNA qui caractérise notre métier, le soin de la relation client, l'attention du détail, la discrétion, tous ces critères-là qu'on peut développer font un peu défaut dans d'autres formations et représentent exactement ce que là où nous on met de la valeur. Je l'entends tous les jours quand il y a des personnes extérieures de l'école qui viennent nous visiter. Ils nous disent, tiens, chez toi, les élèves te saluent, nous saluent. Comment ça se fait qu'il n'y a aucun qui a une casquette sur la tête? Il y a un certain respect, il y a une façon, on n'a pas d'uniforme, on a une tenue scolaire, mais pas d'uniforme, on n'est pas dans le militaire ou dans la police, mais une tenue scolaire. Et le respect, ça se traduit comme un fil rouge, ça se voit comme un fil rouge dans tout l'établissement scolaire qui est propre. Il n'y a pas de graffiti. On peut même, on a un respect, ça commence avec la vaisselle. La vaisselle, elle est correcte, elle est pas cassée. Rarement, il y a des choses qui se cassent. Et donc, je pense qu'il faudra surtout pas oublier un peu l'effort qui sont intrinsèquement liés à la formation des métiers de l'hospitalité. Moi, je dirais volontiers que, au contraire, moi, je me félicite que nos jeunes engagés dans un projet de formation dans une école hôtelière intègrent les métiers de l'hôtellerie. Après, tout est de savoir si effectivement ils vont y faire carrière. Chacun sait que les métiers de l'hôtellerie sont des métiers exigeants par rapport à d'autres métiers en termes, par exemple, d'amplitude horaire, en termes éventuellement salariaux. Toutes choses égales d'ailleurs, mais enfin je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Ce que je sais, c'est que nos jeunes diplômés n'ont aucun mal, toutes les enquêtes d'insertion le montrent, s'ils souhaitent un emploi, à avoir un emploi moins de 6 mois après leur certification. Ensuite, puisqu'on vient de parler de mobilité européenne ou en dehors de l'Europe, moi je considère, et j'ai beaucoup de témoignages en ce sens, que ces mobilités sont des accélérateurs de carrière pour nos jeunes, quel que soit leur niveau de certification. Je traite aussi bien d'un jeune titulaire d'un baccalauréat professionnel, voire d'un CAP, que d'un BTS, voire d'une licence professionnelle. Je n'oserais pas m'aventurer du côté de votre master, mais je pense que c'est également un phénomène caractéristique. C'est un véritable accélérateur de carrière. J'en veux pour preuve, effectivement, puisqu'on a débuté notre table ronde sur l'éventuelle normalisation des systèmes de formation dans le domaine de l'hôtellerie en Europe, pour dire que le modèle français est très largement regardé en Europe, de par sa construction, comme nous l'avons indiqué, en liaison directe avec les milieux professionnels, de façon à bien gérer cette relation emploi-formation, et que ce modèle, justement, puisqu'il est reconnu en Europe et plus largement en dehors de l'Europe, leur permet des carrières tout à fait remarquables. Je vais être d'accord avec Michel Lamers qui nous parlait de Dubaï. C'est vrai que l'Europe est le cœur de notre espace économique et le cœur de notre espace d'emploi. Dans les métiers de l'hôtellerie-restauration, il faut également qu'on soit très attentif aux nouvelles zones de développement de l'industrie hôtelière. Et chacun sait qu'à l'heure actuelle, tous les efforts des groupes hôteliers, quels qu'ils soient, se concentrent sur la zone Asie, qui déborde très largement la République populaire de Chine. Et là aussi, on a intérêt à diffuser également un certain nombre de choses de ce côté-là. Je me fais en général peu de soucis pour nos jeunes dans nos écoles hôtelières vis-à-vis de l'emploi. Ce que je leur souhaite, c'est
de réaliser, ils le font la plupart du temps, d'un nombreux témoignages de très belles carrières. Nous disions en échangeant que dans l'évolution des diplômes, au fur et à mesure, on est monté en gamme. Le CAP de cuisine a été très longtemps le titre de référence. On est monté en gamme, mais même à l'heure actuelle, le CAP de cuisine, je le dévalorise en rien du tout, est un titre largement reconnu, que ce soit dans la restauration traditionnelle ou dans ces nouveaux métiers qui s'ouvrent. C'est juste le point que je voulais signaler au travers de la restauration interne, de la restauration de loisirs et de la restauration collective. Alors, mes étudiants, ils viennent déjà avec des formations un peu différentes. Il y en a qui, je disais tout à l'heure, ils ont plutôt un profil de sciences et nutrition, d'autres d'ingénierie, ingénierie chimique, et d'autres, ils ont la double casquette, formation culinaire et formation scientifique. Mais en tout cas, tous, ils ont une vraie passion pour l'aliment et une passion pour voilà, le côté un peu créatif et innovatif. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte, parce qu'on n'a pas une grande ancienneté, on a lancé cette formation en 2011, c'est que les étudiants européens, eux, eh bien, ils ont le virus de l'international et donc ils restent sur leur lancée internationale, ils sont à l'étranger. Donc là, l'exemple d'un étudiant, ex-étudiant espagnol qui est maintenant en Nouvelle-Zélande et qui est, comment dire, il dirige un laboratoire dans un InnoLab, donc un laboratoire qui fait de l'innovation pour au sein de l'université, mais pour des entreprises. Et les étudiants qui ne sont pas européens, eux, ils veulent une première expérience en Europe pour profiter et bénéficier de ce réseau que nous, on leur offre. C'est une espèce de plateforme qu'on leur offre, avec un souci après de rentrer chez eux pour faire changer les choses chez eux. Donc ça, c'est une forte motivation de vouloir après rentrer chez eux et avoir un impact localement sur leur pays. Et donc, étudiant avec la double casquette, il y a une étudiante iranienne avec la double casquette cuisinier et ingénierie agroalimentaire. Elle est restée dans la R&D, mais plutôt avec une position managériale. Il y a une autre double formation aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, c'est à la fois possible d'avoir une formation culinaire et scientifique. C'est la première fois que je voyais ce type de profil. Et lui, il est rentré aux USA, mais avec chef mais R&D, à niveau R&D. Et après, il y en a qui justement rentrent chez eux pour travailler à l'université ou dans l'agroalimentaire. Voilà, donc c'est très diversifié. Ils sont un peu à tous les niveaux dans recherche et développement, mais en innovation, en logistique. J'ai une ex-étudiante qui travaille pour Amazon pour tout ce qui est sécurité sanitaire des aliments, parce que maintenant, il y a une forte question autour de la logistique, autour de la distribution des aliments. Ouais. Les témoignages. Oui, on parle de l'avenir des métiers, et moi je voulais pointer ou évoquer juste un point qui me semble important en tant que directeur d'une école publique, à savoir la situation concurrentielle de plus en plus présente des offres de formation de type privé qui sont originaires du privé. Je ne veux pas dire qu'il y a les bons et les mauvais, il y a du bon un peu partout, je l'espère, mais je pense que c'est une situation réelle à laquelle il faut faire attention pour savoir, notamment en tant qu'administration publique, sous quelle forme il faut en tenir compte et sous quelle forme il faut pouvoir réagir d'une certaine façon ou d'une autre. Donc le point de la présence de plus en plus marquée présente d'offres commerciales de formation de type privé. Le deuxième point que je voulais faire au niveau du futur de la formation, c'est pas le volet de la digitalisation. Dans chaque bon discours de politicien, on entend le terme disruptif, on entend le postulat que les métiers, les jeunes d'aujourd'hui vont exécuter des métiers qu'on ne connaît pas encore. Toutes ces choses-là,
peut-être que ça va arriver. Ce qui est sûr, c'est que la relation client dans un restaurant, dans un hôtel, elle va rester humaine. Il n'y aura pas de machine qui va remplacer l'humain dans une réception, sauf grande erreur de ma part. Par contre, ce qui va influencer les métiers, ça va être, par exemple, la prise en compte de la politique des allergènes. Comment tenir compte des sensibilités des usagers qui est de plus en plus prononcée. On a de plus en plus de personnes qui sont allergiques à quelque chose. Comment tenir compte et comment respecter scrupuleusement les normes, le processus HACCP que vous connaissez tous. Comment tenir compte des cuisines du monde, des nouveaux aliments. Intégrer le gingembre ou le curcuma dans les méthodes de cuisson. Il y a 100 ans, il n'y avait pas de gingembre ici dans nos régions parce qu'on ne l'apportait pas. Maintenant, il est là. Et heureusement qu'il est là, on profite, c'est quelque chose de bien. Et puis, le nombre de jeunes qui refusent de manger de la viande, les végétariens, les végétaliens, tout ça, ça entraîne des changements de comportement au niveau des usagers, des futurs clients. Et je pense qu'au niveau des formations, il faut en tenir compte. Et c'est aussi dans ce sens que je considère, et là je parle maintenant pour le Luxembourg et pas pour la France ou pour l'Europe, je pense que la formation des cuisiniers, elle mérite d'être revue également, non seulement d'un point de vue contenu, mais également d'un point de vue durée par rapport aux nouvelles exigences qui sont imposées à ce niveau-là. Vous voulez témoigner? Oui, juste un petit mot par rapport à cela. Oui, c'est important, ce qu'on parle d'exigence dans la formation. C'est vrai qu'avec lorsqu'on... J'ai échangé avec des représentants du FAFI justement concernant leur parti pris dans la formation. Il y a 3 points quand même essentiels. C'est-à-dire développer l'information, les gestes du métier. Je pense qu'à la base, il ne faut pas qu'on oublie ça. Un cuisinier, au départ, lorsqu'on le forme, il faut qu'il sache cuisiner. C'est la première chose déjà. Un serveur, c'est pareil, quoi. Qu'il sache aussi servir. Les gestes du métier, et la culture du métier, la qualité de service aussi, ça rentre en compte. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, vous disiez tout à l'heure très justement, c'est-à-dire ce que j'appelle moi les compétences sociales, le savoir-être. Dans ce métier-là, dans le domaine des cafés, hôtels et restaurants, le savoir-être est extrêmement important. Et ça aussi, ce sont des compétences aussi que doivent acquérir nos apprenants. Et le troisième point qu'on doit mettre aussi, et en parlant, c'est la compétence linguistique. Maintenant, je rappelle tout à l'heure, je disais, un serveur, un cuisinier, maintenant c'est presque une obligation des années à venir, savoir parler l'anglais. Avec l'ouverture sur le monde, ça devient presque obligatoire. Mais, j'irai, attention, l'image du métier est fortement nourrie par les médias. Faire attention à ça, parce que je vois bien dans notre établissement, vous avez les médias type Top Chef, Master Chef, les émissions qui passent à la télévision, les documentaires, les reportages. Il y a une vision très, je dirais, idéalisée du métier. C'est une espèce de désillusion aussi par rapport aux jeunes. Ça explique aussi, on parlait tout à l'heure d'insertion professionnelle. Il y a des taux de rupture. Le taux de rupture dans l'apprentissage actuellement est de 45%. 45%, oui. Il y a les jeunes qui rentrent dans l'hôtellerie-restauration. C'est quasiment 1 sur 2. Ce qui est quand même pas rien. Je parle de taux de rupture, ça veut dire que là, il y a des responsabilités partagées, évidemment. Évidemment. C'est-à-dire que, bon, ça veut dire que par ailleurs, il y a encore on voit il y a un boulot énorme encore à faire. Lorsqu'on pose ce chiffre, 45% de taux de rupture d'apprentissage, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'est pas bon. Voilà, on n'est pas bon, il faut qu'on travaille avec les employeurs, avec la profession, mais aussi, vous disiez tout à l'heure très justement, il y a l'ouverture sur le monde aussi. Apprendre, le jeune qui apprend en France, c'est bien aussi, mais il faut qu'il voit aussi ce qui se passe autour de lui. Mais pour cela, il faut lui donner les moyens. Donner les moyens, c'est aussi trouver des dispositifs tels que Erasmus, mais si ce n'est pas Erasmus, il faut inventer. Il faut chercher d'autres moyens. Et c'est ça qui est difficile, justement. C'est aussi alors que ces métiers, je dirais, sont ancrés dans une dimension de service et d'ouverture aux autres. C'est un secteur dont les métiers reposent sur un savoir-faire
qui est quand même reconnu, ce serait dommage après de perdre ce savoir-faire. Donc je pense que c'est important aussi qu'on soit là autour de la table et discuter aussi des problématiques liées à la restauration et en Europe et notamment dans le monde, tout simplement. Voilà. Même si dans la formation on forme des jeunes qui réussissent bien. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, nous avons reçu au CFA un jeune, Akram Benalal, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeune qui était formé au CFA, j'ai vu ça, il y a une formatrice ici, qui a maintenant plusieurs restaurants étoilés sur Paris, en Chine, aux États-Unis aussi. Donc vous voyez, un jeune qui est arrivé chez nous, il avait fait un CAP, après une mention complémentaire, cuisinier en dessert de restaurant, après un bac pro, après il a travaillé dans plusieurs maisons, puis voilà, un gars qui est passionné, on l'a suivi. Une autre personne aussi, je pense à un jeune qui est arrivé, justement un jeune Vietnamien qui est arrivé au CFA il y a une dizaine d'années, qui parlait pas du tout un mot de français, j'ai parlé un peu plus fort parce que et ce garçon il avait fait un CAP, un BEP, un bac pro, après une mention complémentaire cuisinier dessert en restaurant, après une mention complémentaire barman, ensuite mention complémentaire sommellerie. Il est retourné chez lui au Vietnam ouvrir un restaurant et puis aussi développer une école là-bas. Il a créé une école qui s'appelle Hoa Lu, ça veut dire l'école de la rue. Le but c'était aussi aider les enfants démunis et leur donner une qualification. Ce garçon-là qu'on avait formé a fini en plus premier d'une compétition en sommellerie Océanie. Donc il revient encore nous voir et on parlait de perspective tout à l'heure aussi par rapport à EFS, justement ouvrir sur le monde, c'est aussi ouvrir la formation. Donc on compte bien travailler avec ce jeune chef vietnamien et la difficulté c'est trouver le dispositif. Voilà, vous avez tout à l'heure Erasmus, ça reste quand même limité à ce niveau-là. J'ai deux questions, une pour vous et une pour l'inspecteur d'académie et le directeur du CFA. Pour vous, j'aurais dû la poser beaucoup plus tôt. Qui est en situation de formation? Qui n'est pas en situation de formation? Qui est un professionnel du métier dans la formation? Est-ce que vous pouvez, ceux qui sont en situation de formation, juste lever leurs bras pour qu'on puisse avoir une petite idée quel est le pourcentage des apprenants et quel est le pourcentage des professionnels? Apprenants, c'est peu. C'est peu. D'accord, c'était juste pour... Normalement, j'aurais dû poser cette question auparavant afin de savoir quel est l'auditoire. J'ai oublié de le faire. Voilà. L'autre question très courte. 45% de réorientation ou d'échec ou d'abandon, vous venez de dire. Ma question à vous, monsieur l'inspecteur général, ou vous, monsieur le directeur, comment est-ce que l'orientation se fait dans le secteur de l'hospitalité? Comment est-ce que l'orientation est faite? Est-ce que ce sont les plus faibles qui sont orientés, qu'on ne sait plus quoi lui proposer? Électricité, tu n'es pas suffisamment fort en maths. Commerce, tu ne sais pas bien parler. Alors, il ne te reste plus que les métiers de l'hôtellerie. Ou comment ça se fait? Là, j'ai caricaturisé, bien évidemment. Très, très difficile à répondre concernant votre question. Parce que vous avez 20 secondes. 20 secondes, voilà. Non, c'est très, très difficile. Un jeune, moi, je sais que les jeunes qui arrivent chez nous en apprentissage, pour la plupart, sont des jeunes qui sortent d'un milieu scolaire. Après, on peut parler de peut-être une mauvaise orientation, on peut parler aussi de niveau, on peut parler aussi de pas mal de choses, aussi des jeunes qui, malheureusement, n'avaient pas toutes les conditions nécessaires pour aller plus loin. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte que c'est extrêmement difficile. Après, au niveau des ruptures de contrat, tout dépend où ils sont aussi. À savoir, moins le parcours est réfléchi et motivé, plus le risque de rupture augmente. Mais un jeune qui, après une troisième, qui n'est pas accompagné, soit par la famille ou autre, c'est très difficile pour lui de construire un vrai parcours de formation. Mais là, on est sur le volet d'accompagnement. C'est comment va-t-on trouver le levier justement pour accompagner ces jeunes qui sont en difficulté. Ça, c'est notre travail du coup.
Ah, donc il y a et on va clôturer là-dessus pour vous laisser quand même un peu de temps de réagir. Il y a la responsabilité de la formation, du contenu, de la structure, et puis paradoxalement, je me permets un point de vue personnel que j'espère partager, c'est quand même des métiers de passion, voilà, les arts culinaires au sens large, et donc finalement ça s'adresse quand même à des étudiants, aux apprenants qui ont une vision de ces métiers-là, peut-être dure, mais en tout cas belle. Voilà. Vous voulez dire de mots ? Si vous permettez, je voudrais déjà dire qu'un taux de rupture de 45%, j'ose espérer que ce n'est pas celui auquel vous êtes confronté dans votre CFA. C'est un taux qu'on rencontre heureusement peu fréquemment. Vous n'avez pas fait la distinction entre le taux de rupture qui est lié à l'employeur et qui est lié à l'apprenti. Cela dit, pour répondre directement à votre question sur les process d'orientation, les jeunes Français sont accompagnés systématiquement dans leur projet de formation, on appelle ça parcours avenir, qui leur permet au collège de prendre connaissance des formations et des métiers. Il y a pour ceux qui sont intéressés, parce que quand on les voit arriver dans nos lycées hôteliers, ce sont vraiment des projets d'adhésion. Alors, comme vous l'avez dit, le projet d'adhésion, il peut être trompeur, parce que vu au travers du filtre de Top Chef ou du meilleur pâtissier, je dis ça parce qu'en ce moment, tout le monde veut faire un CAP pâtisserie, allez savoir pourquoi. Ça peut être trompeur, mais en général, ce sont des projets d'adhésion. Et je vois que dans la plupart de nos lycées hôteliers, ils accueillent ces collégiens pour des mini-stages, pour des immersions réelles, de façon à forger leur projet. Ensuite, les équipes pédagogiques dans les écoles hôtelières ont pour mission première de nourrir ce projet de formation, de l'accompagner. À l'évidence, on peut avoir des jeunes qui, en découvrant la réalité du cursus, la réalité des métiers, voudront changer d'orientation. Là aussi, on a tout moyen de les aider à changer d'orientation de façon à avoir la meilleure fluidité de leur parcours de formation. Mais dans un temps premier, pour répondre à votre question, ce n'est pas les plus mauvais, c'est très souvent, et on s'en félicite, des projets d'adhésion, bien évidemment, qu'on doit accompagner. Merci. Alors, on a commencé 5 minutes en retard, on peut peut-être finir 5 minutes plus tard. Donc, on va vous passer la parole pour des questions. Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule. Ah, oui. Oui, bonjour. Alors, j'avais une question. Moi, je m'appelle Arthur Acco. Je suis en Master 2 en sciences sociales à l'École normale supérieure à Paris. Et en fait, avant, j'ai obtenu un BTS hôtellerie-restauration au lycée hôtelier de Blois. Et justement, cette année, je fais mon mémoire sur la formation technique en cuisine au sein du lycée hôtelier de Blois. Et il y a quelque chose qui m'a assez frappé, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. C'est que c'était déjà le cas du temps où moi j'ai fait ma formation, mais ça l'est d'autant plus avec le tout nouveau BTS MHR. Il y a une bonne partie des cours de cuisine qui ont été supprimés. Et ça, beaucoup de professeurs et même d'élèves le déplorent un peu, au profit de matières plus liées à la gestion, au management. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est que pour le coup, le but du BTS, les profs le répètent assez, c'est pas de former des cuisiniers, mais de former des managers en cuisine. Et malgré tout, le peu de contenu qu'il peut y avoir en cuisine dans la formation fait que, enfin moi je l'ai constaté au niveau de mes anciens camarades, très peu vont dans la restauration gastronomique ou traditionnelle, etc. Là où justement leurs compétences en management seraient bien utiles quand ils doivent faire face à des vieux chefs dont l'action en cuisine repose quand même sur une conception assez ancienne de l'autorité. Et justement, je pense que c'est ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui se détournent aussi de ce milieu-là. Et du coup, comment vous pensez qu'on pourrait essayer de faire une formation qui allierait à la fois le savoir-faire culinaire et les sciences du management, peut-être à un niveau plus poussé, je dirais plus équilibré. Parce que pour le coup, le nouveau BTS paraît assez déséquilibré, en tout cas au détriment de la cuisine et au profit du... Moi, c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai observé, mais je ne sais pas ce que vous en pensez du coup. Je crois que je suis directement interpellé, donc je vais vous répondre que je ne peux pas vous laisser dire que dans le BTS management en hôtellerie-restauration, telle ou telle valence est sacrifiée sur l'autel du management. Considérons pour chacun dans la salle qu'il s'agit d'une formation supérieure qui a une première année qui permet de couvrir tous les champs de l'industrie hôtelière et une deuxième année avec une composante
de professionnalité forte qui dépasse les 11 à 13 heures hebdomadaires pour un apprenant, c'est lourd, en complément de stages en entreprise qui permet effectivement non seulement d'avoir des bases techniques professionnelles, mais comme vous le soulignez, d'avoir en perspective, non pas en sortie de diplôme, c'est une formation première qui doit s'accompagner d'une formation d'adaptation à l'emploi, d'une formation tout au long de la vie, ils ont vocation à avoir des emplois de manager. Je dis bien de manager opérationnel. Là, il n'y a pas rupture par rapport à une classification très classique d'une brigade en cuisine telle que vous la connaissez. Par contre, je dis bien que je ne peux pas vous laisser dire qu'on aurait sacrifié telle ou telle valence sur l'autel du management. Ce n'est absolument pas le cas. Il s'agit simplement de placer ce jeune dans son projet de formation sur un parcours professionnel qui va lui permettre effectivement d'avoir des emplois qui vont le conduire vers le management. Maintenant, vous reconnaîtrez que ce n'est pas caractéristique du monde de l'hôtellerie-restauration, mais combien d'entreprises nouvelles subsistent au bout de 5 ans, a-t-on l'habitude de le dire? J'aurais plutôt tendance à dire pour l'hôtellerie-restauration combien subsiste au bout de 3 ans. Il faut donc qu'on puisse armer ces jeunes, et c'est le seul BTS proposé à l'heure actuelle qui a cette composante entrepreneuriale. Il faut donc qu'on arme ces jeunes, non seulement techniquement, mais sur le plan, comme vous l'avez dit, de la gestion et de l'esprit d'entreprise. Et les stages, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, font partie intégrante de la formation et donc sont des expériences plus opérationnelles pour le coup. Mais merci. Une autre question, réaction? Oui. Bonjour, déjà merci pour cet échange. Donc Thierry Fichet, je fais du design culinaire. Nos amis suisses sont bruyamment absents du débat et pour cause, la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne parce que c'est le sujet, mais seulement de l'association de libre-échange, je crois. Par contre, comme vous le savez, leur école hôtelière truste quand même les meilleures places sur le podium, probablement plus en postes de chefs internationaux ou de management. Donc, bon, même s'ils ne font pas partie de l'Union européenne, je pense qu'il ne faut pas occulter ce qu'ils font. Et est-ce que l'Europe, la France ou d'autres pays ont une vision sur avoir une école ou deux comme ça qui aurait une réputation internationale? Je sais qu'à Écully, c'est un peu ce que vous voulez faire. Bon, il y a le cordon bleu aussi. Bon, voilà, c'était ma question. Je suis obligé de réagir au nom de l'Institut Paul Bocuse, je pense, si vous parlez de mon école. Alors oui, effectivement, c'était évoqué tout à l'heure par vous, monsieur Lanners, l'espace concurrentiel s'agrandit et moi je vois ça plutôt d'un bon oeil. Je me dis que c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a une demande de formation et d'expertise pour ces métiers qui s'ouvrent et vous le disiez tout à l'heure, peut-être des nouveaux métiers plus tard. Alors peut-être que les postures ou les perspectives sont différentes, effectivement, si on est dans une école internationale ou à l'Institut Paul Bocuse on propose par exemple des filières anglo-saxonnes ou des programmes qui sont enseignés 100% en anglais, donc qui se destinent soit à des étudiants non francophones, soit à des étudiants qui ont des projets à l'international. Donc ça rejoint un peu ce qu'on se disait tout à l'heure. Voilà. Après, le fait que la Suisse soit pas représentée, on aurait très bien pu les représenter, je pense. Enfin, je parle sous le contrôle de monsieur Stangel qui est derrière. Voilà, effectivement, avec des écoles qui sont très réputées et qui ont aussi, comme on le disait tout à l'heure, des taux d'employabilité pour leurs étudiants sortants qui sont très bons. Donc finalement, ça doit être que les programmes sont de très bonne qualité. Et voilà, donc quelque part, voilà, une autre forme de Suisse, si je vous entends, madame. Oui, vous avez une question devant? Ah, pardon, attendez, une réaction d'abord à monsieur. Oui, je trouve que cette question, elle est super intéressante et j'aimerais bien aussi donner mon point de vue, si vous permettez. Je ne sais pas si ça va vous faire plaisir, monsieur Kaya, mais au Luxembourg, quand on me pose la question, c'est... Non, quand on discute justement de la valeur
de l'image de performance des écoles d'hôtellerie en Europe. Moi, je pose toujours en retour la question, c'est quoi les meilleurs? C'est quoi le statut des meilleurs? Et très très souvent, il faut faire le constat que le statut des meilleures écoles, ce sont des écoles privées. Et ce n'est pas à cause du fait qu'ils sont privés qu'ils sont les meilleurs. Mais souvent, c'est dû au fait qu'ils ont une réactivité moins longue pour réagir à des évolutions ou pour s'adapter à des besoins de renforcement en termes de professionnels. Ce que je dis là, je le dis juste pour ce qui est du cas du Luxembourg. Recruter un professionnel pour mon école d'hôtellerie et de tourisme, c'est toujours une démarche longue et fastidieuse, avec des concours nationaux, avec des exigences, des examens à passer au niveau de plusieurs langues. Et tout ça, une institution privée peut faire fi, n'a pas forcément besoin de faire. Je le regrette un peu et je revendique dans ce sens toujours un peu plus d'autonomie en termes de fonctionnement. C'était mon point de vue que je voulais ajouter. Encore, je sais pas, il faut qu'on s'arrête bientôt, mais encore peut-être 2 questions, oui. Oui, monsieur. Ah oui, mademoiselle devant, madame devant. Juste quelques précisions. Monsieur Michel Lunier, je suis l'inspecteur général en charge de la filière hôtellerie et restauration pour la France. Ça fera une réponse aux doctorants là-bas sur le BTS-MHR, et puis ça répondrait également à votre interjection. Je suppose que vous avez lu le référentiel du BTS-MHR. D'accord. Vous aurez repéré que le BTS-MHR vient finaliser une formation qui a commencé en classe de seconde, c'est-à-dire que c'est une formation qui a duré 5 années. D'accord. Dans ce secteur d'activité, je voudrais rappeler 3 éléments fondamentaux. Le premier, c'est un secteur d'activité dans lequel les jeunes qui sont actuellement en emploi, je dis bien en emploi, les 2 tiers d'entre eux n'ont jamais mis les pieds dans une école hôtelière. D'accord. Les 2 tiers. Donc j'ai conclu les assises de l'apprentissage à la demande du FAFI. C'est une vraie problématique pour la profession, qui sait très bien qu'il y a un décalage entre le discours, maîtriser des compétences, mais dans l'emploi, ce sont des jeunes qui n'ont pas nécessairement ce type de compétences. Le deuxième, c'est un secteur d'activité pour lequel une entreprise sur 2 ne dépasse pas les 5 années. Il y a donc une problématique de création et de reprise d'entreprise. C'est un secteur d'activité qui est un gros pourvoyeur, 800 000, près d'1 million de salariés, 200 000 entreprises dont les 2 tiers d'entre elles sont très petites. En matière de formation, nous avons une vraie difficulté. Nous avons à la fois des grands groupes qui demandent une vraie mobilité, la présence de 2 langues, la maîtrise de soft skills, de compétences dites transversales qu'il est très difficile de manager dans le système éducatif actuel. Et je vous rejoins tout à fait, monsieur, sur la question de la réactivité et de l'agilité du système dans son ensemble. Seulement, nous sommes service public. Et le choix qui a été fait par la France au tout début du XXe siècle, c'est un choix de mettre en place une formation, ou plus exactement, un apprentissage méthodique et complet. Je voudrais que vous le reteniez. Ce qui veut donc dire que non seulement nous avons en charge dans nos écoles hôtelières les lycées publics et privés sous contrat, mais j'intègre bien évidemment les CFA, puisqu'on a la chance d'avoir 2 modalités de formation sur lesquelles nous pouvons jouer. La volonté de former non seulement l'homme, au sens générique du terme, le citoyen et le travailleur. C'est-à-dire que la formation à un métier ou à la préparation des gens n'est qu'une des composantes de l'enseignement professionnel en France. C'est une des caractéristiques qui singularise la France au regard de tous les autres pays européens. Je voulais simplement le signifier pour effectivement non seulement rendre hommage à tous les enseignants et à tous les personnels de nos écoles hôtelières qui ont en charge, au-delà de la caractéristique du travailleur, je suis très conscient que la profession demande des jeunes qui soient capables de s'inscrire dans des modalités de travail contraintes, qui soient capables de parler 2 langues, qui soient capables, bien évidemment, de respecter les codes de la profession, mais j'ai renvoyé lors du Congrès national de l'UMI, mais également à toute la profession, la demande expresse de reconnaître ces compétences à une vraie et juste valeur, à la fois sur le plan salarial, à la fois sur le plan indemnitaire, à la fois sur le plan des conditions de travail. Vous savez qu'aujourd'hui, la profession doit lutter contre une image de marque
déplorable auprès des jeunes en collège, puisque ce qui est véhiculé, malheureusement, en matière d'orientation, et ça va répondre à l'une de vos questions, c'est que, généralement, au pays du diplôme, le slogan qui est valable au collège, c'est « passe ton bac d'abord, et si, plus tard, tu souhaites rejoindre l'hôtellerie-restauration, tu pourras t'y insérer, il n'y a pas besoin de qualification. » En tant qu'inspecteur général, je ne peux pas me satisfaire d'un discours qui consiste à dire qu'il n'y a pas besoin de qualification. C'est la raison pour laquelle j'ai entrepris depuis 5 ans un mouvement de fond pour élever, et de façon conséquente, le niveau de qualification de tous les jeunes, et je suis très fier de les voir. Encore aujourd'hui, il y en a un certain nombre d'entre eux qui nous ont servi, très fiers de pouvoir former des jeunes qui doivent pouvoir s'insérer dans un secteur pourvoyeur d'emploi, à condition que ce même secteur tienne, et je tiens à le dire en tant qu'inspecteur général, représentant du ministre, tienne un discours cohérent et valorise ces jeunes qui ont osé suivre des formations exigeantes. Merci pour cet accueil. Je juste poser je vous donne la parole. Je pense qu'on partage tous votre point de vue. Ça, c'est sûr, et on est en tout cas sur la même voie pour accompagner tous ces jeunes vers ces beaux métiers. Oui. Moi, j'ai juste peut-être poser question, peut-être vous n'aurez pas de temps à répondre. Je suis Chen Yansha, ancien cuisinier, aussi formatrice de la cuisine. Actuellement, j'ai un cabinet conseil pour envie d'amener savoir culinaire français vers la Chine. Donc, du coup, moi, mon question, c'est... moi, en tant qu'étrangère, j'ai vu tout le avantage d'ici. J'ai eu super centre de formation apprentissage ici, c'est super. Vous avez l'excellence d'organisation, vous avez l'excellence toute la profession, c'est super. Surtout moi, je suis vraiment sensible dans la formation professionnelle. Mais mon question, c'est si vous voulez cette savoir-faire transmettre, non seulement dans votre génération, aussi au niveau international, il faut le formateur pour le faire. Comment vous formez votre formateur qui peut avoir ses passions, qui peut avoir aussi l'accompagnement, c'est les jeunes qui n'ont réussi, quand même il y a 55% de réussite. Donc du coup, comment vous pouvez, d'abord c'est avant de transmettre, aussi avoir, d'abord il faut trouver les gens pour le transmettre. Monsieur, vous voulez réagir? Vous n'avez même pas de formation de formateur? Alors. Si. Je ne sais pas si... Oui, bonjour. Moi, je me présente sous la double casquette devant vous aujourd'hui. Je suis à la fois professeur de cuisine dans un lycée des métiers et par le biais d'une dérogation, je suis aussi restaurateur, puisque j'ai mon propre restaurant par côté. Effectivement, les constats, on les a en tant que professeur et en tant que restaurateur. Les offres de formation, elles sont ce qu'elles sont. Par contre, effectivement, toutes les bases sont respectées, entre guillemets, dans ces offres de formation. Au niveau du recrutement, effectivement, il y a des contractuels, mais il y a aussi des professeurs diplômés qui peuvent enseigner chaque spécialité comme dans n'importe quel autre métier dont je fais partie. Il y a aussi des contractuels qui viennent par choix et pour voir si effectivement ils sont faits pour pouvoir transmettre au mieux et au plus grand nombre la passion du métier. Mais il faut savoir que si, comme on disait tout à l'heure, le métier de l'hôtellerie est une passion, il faut que le métier de l'enseignement en soit une aussi. Voilà. Sinon, on ne peut pas transmettre, on ne sait pas transmettre correctement. Maintenant, je vais faire une petite parenthèse. Loin de moi la volonté de polémiquer, mais effectivement, moi, en tant que restaurateur, il y a quelque chose qui me choque, et en tant que professionnel de l'enseignement qui me choque aussi. Je vais rejoindre ce qui se disait tout à l'heure. Le problème de notre recrutement en tant que professionnel, le problème de la durabilité de nos entreprises, elle est aussi due au fait que nous sommes contraints d'être à la Chambre du commerce et non pas à la Chambre des métiers. La Chambre du commerce, ça veut dire que tout le monde peut s'installer en restauration. La Chambre des métiers, il faut avoir un diplôme. Ça, c'est quelque chose qui me choque depuis de nombreuses années. Un coiffeur ne peut pas s'installer sans un BP. Un brevet professionnel, si vous voulez. Quelqu'un qui sort de... Je n'ai rien contre les militaires, hein, mais qui sort des institutions militaires à 35 ans, qui a un pécule, qui se dit « Tiens, je vais me mettre restaurateur », il a le droit. Il y a 2 jours de formation à l'UMI pour avoir juste le petit diplôme qui permet plus un jour de formation ou 2 en hygiène alimentaire. Et vous pouvez être restaurateur. Et c'est là qu'est le problème, c'est que ces gens-là ne connaissent rien, ils s'installent. Oui.
Oui, j'en suis conscient. Mais voilà, moi, c'est quelque chose qui me perturbe. Ensuite, au niveau des formations à l'étranger, effectivement, on a beaucoup de supports européens pour pouvoir envoyer nos élèves à l'étranger. Maintenant, est-ce que les critères de recrutement, autant dans les CFA que dans les lycées des métiers, sont suffisants pour pouvoir les former correctement ? Je prends un exemple. Moi, quand je suis rentré dans l'hôtellerie, il a fallu que je fasse un CV, une lettre de motivation. Je suis allé dans mon lycée hôtelier, j'ai passé un entretien. À l'heure actuelle, l'orientation, c'est 800 points par AFELNET grâce au collège, et ils vont où ils veulent. On n'a plus de main sur les dossiers, donc on ne peut plus voir ni le comportement, ni le caractère, ni le potentiel de chaque élève. Et c'est peut-être ça aussi qui explique le nombre de décrochages scolaires. Voilà. Alors c'est sûr que la formation elle démarre à l'orientation, donc j'ai envie de dire c'est un sujet un peu connexe, mais bon, et comme il y a une prochaine table ronde dans un quart d'heure, si vous voulez faire une petite pause, on va devoir clôturer. Je vais bien finir. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre. Oui, oui. Je vois. Par rapport... Alors très vite. Oui, très rapide. Moi aussi, je suis enseignante contractuelle depuis 2012, et c'est vrai que si j'étais au Luxembourg, j'aurais une autre rémunération que celle qu'on a depuis des années, qui est quand même dramatique concernant les enseignants. J'avoue qu'en France... on est très mal rémunéré et on est très mal valorisé. On parlait du métier d'hôtelier, mais pour les métiers de l'enseignement, bonjour quoi. On nous oblige à être 18 heures devant les élèves, et depuis 2009, je crois, on nous oblige à une rémunération de 900 € si on n'est pas reçu au concours. Comment voulez-vous préparer efficacement un concours tout en assurant 18 heures par semaine devant des élèves qui n'ont pas tous le même niveau? Et la préparation, j'avoue qu'il ne faut pas s'étonner pourquoi on est si peu à passer le concours tous les ans. Nous, on n'était que 50 cette année. On n'a été que 2 reçus sur l'Académie d'Orléans-Tours, et pour enseigner le français. En ce qui concerne le journalisme, au moins, c'est moins compliqué, parce qu'en effet, pour s'installer, on n'a toujours pas besoin de diplôme. Merci. Alors, écoutez, merci on peut continuer à débattre ensemble. Et donc pour conclure, on a parlé de plein de choses, des structures, des passerelles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de choses qui existent un peu partout en Europe et qu'il y a des connexions qui sont faisables, que ce soit au niveau des échanges, des collaborations. Donc voilà, on espère que ça c'est en évolution, en développement. Et je profite de cette conclusion parce que je manque à tous mes devoirs. J'aurais dû commencer par ça pour excuser Victor Gervasoni qui devait co-animer cette table ronde avec moi et qui n'a pas pu être là malheureusement. Voilà. Merci en tout cas à tous les 4, merci à vous tous, et puis on est encore là un petit moment si vous souhaitez prolonger le débat. Merci beaucoup.